On est officiellement la semaine d'après. Bref, en vrai, je tourne la partie 2 du vlog spécial Italie en même temps pour des raisons pratiques. Et donc nous, on s'est arrêté, si vous n'avez pas vu le vlog de la semaine précédente, on s'est arrêté à Florence, ville que j'ai plutôt bien aimée. Il y avait des trucs sympas, mais je pense que c'était trop grand. Et en fait, le choc entre Venise et Florence, voilà, Venise écrase tout sur son passage. Mais donc au programme de ce vlog, on finit la Toscane, enfin on explore la Toscane plutôt, avec des paysages somptueux vraiment, et on file dans le sud de l'Italie, on file dans les Pouilles et à Naples avant de revenir en région parisienne. Voilà au programme de ce vlog. Donc écoutez, je vous laisse avec des images de la Toscane. Profitez bien, régalez-vous, mettez-vous en plein les yeux, profitez, et nous on a extrêmement bien mangé. Je sais, dans ce vlog, il n'y a pas beaucoup d'images de nourriture, mais sachez qu'on a vraiment très bien mangé, que j'ai mangé des pâtes, je pense, un repas sur 2 et une glace tous les jours, quasiment. J'avais commencé en Toscane le tome 3 de la saga des Casale qui s'appelle ici Confusion, écrit par Elizabeth Jane Howard, et j'ai trop aimé. Autant le tome 1, j'avais vraiment adoré, le tome 2, bon, je m'ennuie un petit peu, et ce tome 3, j'en attendais pas grand chose, et je m'étais dit je l'écouterais en audio aussi pour l'avancer un petit peu plus vite, et en fait je m'y suis régalée. Je pense que ça tient à plusieurs choses. Premièrement, le fait que j'avais pas d'attente, et donc au final on est toujours, enfin quand on n'a pas d'attente, on est plus facilement satisfaite du livre qu'on lit. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais bon bref. Deuxième raison, il se passe énormément de choses là-dedans, dans ce tome. On m'avait pas prévenu, et à chaque fois, je lisais, il y avait les filles qui étaient dans la même pièce que moi, au même endroit, et je faisais des commentaires. J'étais là, waouh, mais non, et tout. Bref, c'était vraiment, j'avais besoin d'extérioriser, il se passe énormément de choses. Et la troisième raison, et je pense que c'est lié au format voyage, en fait, c'est un moment où on se posait pas beaucoup parce qu'on avait la voiture et qu'on a beaucoup roulé. Je vous en reparlerai juste après. Je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais souvent on partait pour 2 heures de voyage, enfin 2 heures de trajet. Et en fait, on avait peu de moments où on se posait pour lire, c'était surtout le soir. Et en fait, je le picorais. J'avais le temps de lire un chapitre ou 2 chapitres. Et du coup, je pense que le côté lent et un petit peu fastidieux, vraiment de cette lenteur, des longueurs que j'avais pu ressentir dans les autres tomes, bah là, peut-être qu'il m'apparaissait moins parce que je le picorais. Donc, note pour moi-même pour le tome 4 et 5 pour conclure cette saga. Pas de suite, mais bientôt, parce que vraiment, j'ai trop aimé. C'est un tome 3, donc je vais pas vous dire énormément de choses là-dessus. Je vais juste vous parler peut-être du tome 1. Le tome 1, on est en 36, je sais plus, et on va suivre donc les Casale, qui est une famille. Il y a le père, la mère, qui ont eu 3 garçons et une fille, et les 3 garçons ont eux-mêmes des enfants. Donc on suit comme ça sur 3 générations un petit peu leur vie d'une famille bourgeoise anglaise, réfugiée dans un manoir à la campagne, voilà. Et on va les suivre progressivement. Il y a énormément de relations problématiques, toxiques, qui sont dénoncées, et ça c'est vraiment très bien. Et dans ce tome 3, on commence en mars 42, et on va énormément suivre les petites filles en fait. On va énormément avoir le point de vue de Polly, Clary et surtout de Louise. Louise qui est mon personnage préféré et à qui il arrive des choses dramatique. Louise qui m'a beaucoup touchée vraiment dans ce tome. J'ai trop aimé la saga des Casale. Je sais pas si vous le savez, j'ai toujours une saga de littérature blanche historique en cours. J'attends de la finir pour en commencer une autre. Les Casale, elles traînent depuis un petit moment. Et puis c'est trop cool, je vous l'avais dit dans ma pile à lire, c'est une lecture que je partage avec des amis, dont certaines qui sont venues avec moi en Italie. Donc vraiment très chouette pour ça. Et donc c'est ma saga en cours historique. J'ai trop aimé. Que vous dire de plus? Ça a vraiment été une de mes meilleures lectures de ce voyage finalement, alors que c'était celle que j'avais pris en me disant on verra.
On verra si je la lis, on verra si j'aime. Donc voilà, trop contente. Comme je vous disais, on a eu énormément de voitures vraiment en Toscane et les filles ont été adorables parce qu'elles ont accepté que j'écoute mon livre audio pendant que je conduisais. Livre audio qu'elles ont déjà écouté, je pense, des dizaines de fois, elles deux, que moi j'avais jamais lu et donc jamais écouté. Et ça leur faisait plaisir de me faire plaisir et de l'écouter. Et en plus, on a rigolé parce que la voix en français que le lecteur fait au personnage est incroyable. Donc ça les a beaucoup fait rire et je parle bien sûr de Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc le tome 6. Je vais malheureusement pas épiloguer là-dessus parce que l'autrice est problématique et que même si j'ai pas une visibilité énorme, j'ai pas envie d'y contribuer. Ce qui m'embête parce que j'ai adoré et en fait j'avais dit dans ma pile que je m'en rappelais pas et au début de la lecture audio évidemment je m'en rappelais de rien et au bout d'un moment j'étais mais si, et très souvent il y avait des flèches qui me revenaient et en fait je me rappelais quand même très bien. J'ai pleuré à la fin pour la mort de Dumbledore. Je vais lire le 7 parce que j'ai envie de terminer cette saga, elle fait aussi partie de mes 7 sagas prioritaires. Il me reste un tome, voilà. J'épilogue pas là-dessus, mais vraiment, ce tome, bref. Et il est énorme, ici, il fait 750 pages. Je l'ai pas pris avec moi parce que c'était trop lourd. Je l'avais sur ma liseuse et en audio. Et je pense que je l'ai écouté à 80%. Et je l'ai très peu lu parce que au moment où j'écoutais Harry Potter en audio, je lisais déjà ce petit pavé-là qui fait plus de 600 pages. J'ai avancé des sagas dans la deuxième partie de ce voyage. Pas plus mal quand même, vraiment, pas plus mal et je suis très contente de ces lectures parce que franchement j'ai fait des très bonne lecture en Italie et c'est à ce moment-là qu'on quitte tout doucement la Toscane pour arriver dans les Pouilles. Les Pouilles, c'est le talon de l'Italie. On est descendu assez bas jusqu'à Lecce. Je sais pas si je vous mentionnerai à chaque fois les plans où est-ce que c'était, mais on a fait les choses les plus connues, les plus célèbres des Pouilles. Matera, qui a été mon deuxième coup de cœur du voyage. Et c'était vraiment très beau. On est allé à Alberolo et tous les villages qu'il y a autour. On a fait pas mal de plages. On est allé à Ostuni et on est descendu, comme je vous le disais, jusqu'à Lecce. Je crois que j'ai rien oublié. On vivait à Bari. On a principalement visité le soir à la recherche de restaurants. Mais c'était vraiment trop cool. Et là aussi, on avait de la voiture. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que j'ai pu finir Harry Potter. Et donc, je vous laisse avec des images. Je trêve de blabla. Et après, je vous parle des autres livres que j'ai lus là-bas.
fois partie des Pouilles, nous sommes allés à Naples et j'avais la lecture parfaite pour Naples puisque j'ai acheté Meurtre à Capri de Luca Ventura, qui n'est pas un auteur italien comme je l'avais dit dans ma vidéo pâle, mais vous allez voir cet extrait-là de la vidéo pâle. Oubliez tout ce que j'ai dit vraiment, mais bon bref, pour le contexte, Luca Ventura est un auteur allemand, il écrit en allemand et Capri c'est une île au large de Naples où on n'est pas allé, on est allé à Procida qui est vraiment pas très loin, qui est une autre île et qui est un peu plus sauvage et moins bling bling peut-être que Capri. Et donc j'ai essentiellement lu Meurtre à Capri à Naples et dans sa région, mais vous verrez les images juste après. J'étais persuadée, comme je l'avais dit dans ma vidéo pâle, qu'on allait avoir un Roméo et Juliette entre deux familles qui cultivaient des citronniers et un meurtre. Pas du tout. C'est à peu près le résumé du tome 2 et encore il n'y a pas cette vibe de Roméo et Juliette. Il y a bien des conflits autour des citronniers dans le tome 2, mais ça parle pas du tout de Roméo et Juliette et en plus c'est le tome 2 et moi j'avais le tome 1. Donc ici, dans ce tome, on va avoir un meurtre qui est commis à Capri et on va avoir une enquête là-dessus. On a un double point de vue dans l'histoire. On a le point de vue du policier qui s'appelle, je ne sais plus comment, Enrico Resi, qui est aidé de sa collègue Antonia Cirilio, on va y revenir. Et on a le point de vue d'une jeune femme dont on apprend très vite qu'elle est portée disparue liée à ce meurtre-là. J'ai pas aimé cette lecture. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai eu l'impression de pas lire une version aboutie, une version finale. Je m'explique. On a le jeune homme qui est mort, c'est un jeune homme d'une famille assez aisée. Le principal, le suspect, c'est sa conjointe, dont on a le point de vue. Donc en fait, très vite, on sait que c'est pas elle qui l'a commis. Et les suspects qui sont présentés, ça tient pas. À aucun moment, on pense que c'est eux qui l'ont fait. Et il y a plein de Deus Ex Machina, par exemple. Le suspect et le couple dont lui est mort et elle est portée disparue, sont en stage d'océanologie sur l'île de Capri. Et en fait, on n'interroge jamais leur maître de stage. Et il y a un moment où il retourne dans la maison, le policier retourne dans la maison du mort. Et là, il voit une photo du biologiste qui est accrochée sur un miroir et se dit « Ah mais oui !» Et en fait, c'est comme ça qu'on revient sur le biologiste. Enfin, il y a plein de trucs qui sortent un peu du chapeau, qui m'ont pas plu. En plus, j'ai trouvé que le personnage d'Antonia était juste une femme qui était en colère et elle avait a priori une histoire mais qu'on n'exploitait pas. Je trouvais ça pas très bien écrit en fait sur les personnages. Et comme je vous disais, comme on avait le point de vue de la portée disparue, on savait que c'était pas elle alors que c'était le suspect principal. Donc voilà, il y avait des problèmes de rythme, de tempo, de livraison des informations pour le lecteur-lectrice qui marchait pas. Des personnages qui étaient pas très bien construits à mon sens. Par contre, ce qui relève un peu tout ça, c'est que vraiment l'auteur évoque des choses qui sont très importantes d'une manière assez intéressante. Ça va beaucoup parler de VVS à plein de moments différents. Et en fait, il a une position très safe sur le sujet. Aucun moment, il va dire c'est la faute de la femme, etc. Enfin, vraiment, il démonte en plus tout ce discours-là. Et donc ça, j'ai trouvé intéressant, d'autant plus que c'est un homme qui écrit. Et l'autre point sur lequel j'ai trouvé qu'il avait des idées intéressantes à dire, c'est sur le réchauffement climatique, parce que c'est un sujet très important dans le livre, parce qu'ils sont océanologues, etc. On va pas refaire le livre, mais en gros, ça fera le lien avec les images qui vont suivre. Vous le savez, il y a le Vésuve vers Naples. Les éruptions du Vésuve produisent une acidification de la baie de Naples, des eaux de la baie de Naples, plus important que dans le reste du monde. Et donc, Naples est un peu à l'avant-garde, malgré elle, du réchauffement climatique et des conséquences que ça a sur les espèces aquatiques. Donc, nos protagonistes étudient ça. Et je trouve qu'il arrive à nous faire prendre conscience des problèmes du réchauffement climatique et je trouve qu'il a une posture assez intéressante là-dessus. Donc en fait, pour conclure, j'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes idées, mais que c'était très très mal amené et que c'est pour ça que je vous disais, j'avais l'impression de lire un premier jet ou une version pas aboutie. Je vais pas aller lire le tome 2, pas du tout. Sauf si un jour je décide d'aller à Capri et donc que je lirai le tome 2, mais vraiment ça ne m'a pas apporté plus que ça. Cette lecture, j'ai pas mal ragé en le lisant. Je suis allée au bout parce que j'avais plus de livres à lire, c'était mon dernier livre, donc en fait je devais aller au bout et que tant qu'à faire, voilà, ça se lisait quand même super vite. Donc moi je vous laisse avec les images de Naples. Qu'est-ce que vous allez voir? En fait très peu d'images de Naples parce que ça m'a pas plu tant que ça pour des raisons personnelles de cette ville, mais par contre on a fait Passeum et Herculaneum qui sont deux sites historiques. Le premier est plutôt gréco-romain et le deuxième romain, lié à l'explosion du Vésuve. J'avais déjà fait enfant Pompéi, donc c'est pour ça que moi j'y suis pas retournée. Bien évidemment des images de Procida la petite île
difficile, mais c'était la fin du voyage et vraiment, j'ai pas filmé énormément de choses. Vous ne m'en voudrez pas, mais je vous laisse avec ces images-là.
donc on est au dernier moment du voyage, vraiment, où là il reste quelques jours. J'ai plus de livres à lire, je peux emprunter des livres aux copines. Elles avaient des livres qui m'intéressaient, que je prendrai plus tard. Et surtout, c'était le début du mois d'août et on s'était dit avec Morgane qu'on ferait une lecture commune sur Quand nos os retourneront à la Terre de V.E. Schwab, qui est le livre phénomène en ce moment sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai lu, fait quasiment 630 pages je crois. Je l'ai lu en numérique et je l'ai quasiment intégralement lu là-bas, parce qu'encore une fois, vous imaginez le nombre d'heures de train qu'il a fallu pour faire Naples-Paris. Voilà, on avait une escale à Turin assez longue. Heureusement, on a eu un Naples-Turin de nuit. Même si c'était pas la meilleure nuit de ma vie, mais au moins voilà. Et je me restais une centaine de pages une fois arrivée en France, donc je l'ai fini le lendemain. Vous m'en voudrez pas, mais je le mets dans ce vlog là, puisque j'ai lu 80% du roman en Italie. Donc Quand nos os retourneront à la Terre, c'est une histoire de vampire lesbienne. Voilà, on aurait pu s'arrêter là. Moi j'étais hypée, je voulais lire. Vraiment, le truc de vampire, ça me renvoie à mon adolescence, aux séries qu'on regardait, si vous êtes de ma génération, voilà, qu'on regardait à cet âge-là. Et lesbienne, je me disais, on va retrouver des trucs plus queer, plus féministe, parce que nos séries de l'époque l'étaient absolument pas. Et je me suis dit, parfait, ça va pouvoir plaire à la fois à la Aurélie adolescente, mais aussi à la Aurélie adulte qui a quand même pas mal évolué. Et c'était une lecture en demi-teinte. Je vais m'expliquer. La première partie du livre, vraiment les 50 premiers pourcents, j'étais à fond, j'arrivais pas à lâcher le livre, c'était trop bien, j'avais qu'une envie, c'était de me poser pour lire. À partir de 50% environ, je me suis ennuyée. On a basculé dans autre chose qui m'a pas plu. C'était pas pour ça que j'étais là. Moi, je voulais du vampire et j'ai eu Bridgerton. J'ai rien contre la série Bridgerton. J'ai regardé la saison 1, je me suis ennuyée. C'est pas ça que je veux lire, et en tout cas que je m'attendais à lire. Donc voilà, je trouvais que le livre était un peu contrasté par rapport à ça. De quoi parle le livre? Nous, on va avoir une protagoniste qui s'appelle Maria, qui est espagnole dans un petit village au début du XVIe siècle. Et je vous laisse imaginer la condition féminine à cette époque-là. Maria va se marier très vite avec un vicomte pour un peu échapper à sa condition de femme pauvre. Mais elle va avoir un mariage très malheureux et très violent. Mariage dans lequel elle découvre une attirance pour les femmes. Dans ce paysage de femmes qui ont gravité autour d'elle, il y a une figure qui va revenir, une figure qu'elle avait déjà rencontrée enfant. Et cette femme est une veuve, et elle lui dit d'ailleurs que le fait d'être veuve, ça lui épargne beaucoup d'obligations dans cette société énormément patriarcale. Et cette femme, en fait, est un vampire qui va finir par transformer Maria. Et donc, nous, on va suivre Maria pendant un long moment, et elle va transformer d'autres personnes qu'on va suivre. Je vous dis pas qui, comment, où, parce que en fait, ça serait des gros spoils, et pour le coup, il n'y a pas grand-chose à retenir dans les 50 derniers pourcents, sauf ça. Et en parallèle, on va suivre Alice. Alice, qui est une étudiante à Harvard, donc aux États-Unis, Boston, Massachusetts. Si vous avez lu La vie invisible d'Asie Larue, je pense qu'on sait la ville préférée de l'autre. Et Alice se réveille en lendemain de soirée après une cuite incroyable. Et en fait, elle a des symptômes horribles d'une gueule de bois, et elle finit par comprendre assez facilement. Et moi, ça m'a un peu choquée, parce qu'on n'est pas dans un livre de réalisme magique. À la base, Alice, elle vit dans un monde comme le nôtre, quoi. Et très vite, elle se dit, ok, j'ai été transformée en vampire, et elle accepte. Et moi, je dis, ça va un peu vite quand même, cette acceptation. Mais bon, bref. Et donc, on suit le cheminement d'Alice pour essayer un peu de comprendre et de s'y faire à cette nouvelle vie. L'histoire de Maria et l'histoire d'Alice vont finir par se rencontrer. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Je trouve que le personnage de Maria est incroyable. Elle est horrible, elle est sadique, elle est vengeresse, elle est toxique. Et c'était assez intéressant parce que, je m'explique, parce que c'est pas ça qui la rend intéressante. J'avais lu il y a très longtemps La maison hantée de Carmen Maria Machado, qui était une recommandation d'une amie dans le cadre 12 livres conseillés par 12 amis. J'essaierai de vous remettre tout en barre d'infos. Et en fait, ce livre est un livre de fiction, de littérature blanche, et c'était un des premiers qui évoquait en fait les relations toxiques dans les relations lesbiennes. Et c'est un sujet, j'avais beaucoup parlé de ça à ce moment-là, c'est un sujet assez tabou en fait dans les violences conjugales, dans les violences sexuelles, et tabou à la fois dans la communauté queer, mais aussi dans les représentations qu'on peut en avoir. Et je trouve ça intéressant que V.E. Schwab, qui est quand même un grand nom de la littérature, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a quand même son public qui est important, a décidé de s'emparer de ce thème-là, et même si c'est à travers de la fantaisie, d'en faire quelque chose et de vraiment le dénoncer. Et j'ai trouvé ça
vraiment politiquement très intéressant. Et donc c'est à ce titre-là et dans l'inscription de ce parcours politique et littéraire que j'apprécie le personnage de Maria, qui serait détestable sinon et dont je comprends qu'on déteste, hein, parce que cette meuf est manipulatrice, toxique, vengeresse, elle n'a vraiment pas géré ses traumas qu'elle a eus et on peut l'entendre. Hein. Que vous dire de plus sur le V.E. Schwab à part que j'ai adoré les 50 premiers pourcents, j'étais à fond et les autres 50% je me suis ennuyée. On a un personnage qui s'appelle Sherlock qui nous fait vivre sur des centaines de pages un épisode de Bridgerton et flemme. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment de lecture et ça m'a occupée surtout pour le Turin-Paris qui a eu en plus 1 heure de retard, donc ça m'a occupée. On va conclure sur ça. Je crois que à ce moment-là, je vous aurais mis toutes les images que j'ai en ma possession sur l'Italie. J'espère que ce petit vlog lecture immersif avec moi dans le pays de mes origines vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré réfléchir aux livres que je pourrais emmener là-bas, filmer. C'était vraiment trop bien. J'aimerais beaucoup arriver à faire des vlogs où je suis pas après en train de vous parler depuis mon canapé, mais en vous parlant directement sur place. Mais j'ose pas encore le faire, mais c'est dans mes projets. Bref, si vous êtes encore là après tout ce blabla, merci vraiment encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je sais pas encore laquelle, j'hésite encore. En tout cas, je vous laisse avec ce petit suspense. Je vous remercie encore une fois parce que c'est très important pour moi et faites de bonnes lectures en attendant. Des bisous.